Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons commencer par les titres. Émeute ou révolte des banlieues, les lectures diffèrent, mais ce qui ne change pas, ou pas beaucoup en tout cas, c'est la situation de ces régions qui se sont embrasées en 2005. Les explications de Karim Akiki dans quelques instants. Quel sera le vote des États-Unis lors de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine à propos de l'embargo américain contre Cuba? Beaucoup de spéculations puisque Washington pourrait changer d'avis après avoir laissé entendre qu'elle pourrait pour la première fois s'abstenir au lieu de s'opposer à la résolution onusienne. Un peu plus donc avec Marc Perlman aussi. Bienvenue, merci donc d'être avec nous pour cette deuxième partie de Demain à la Une. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord notre grand reporter, Karim Akiki, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur spécialisé en politique internationale, Marc Perlman, bonjour. Bonjour Aziza. Merci donc d'être avec nous. Nous allons tout d'abord commencer effectivement par le 10e anniversaire de ce qui a été appelé les émeutes de banlieue ici en France. C'était le 27 octobre 2005 que les deux jeunes adolescents, Ziad Benna et Bouna Traoré, sont morts électrocutés à Clichy-sous-Bois, accident qui a déclenché ce qui est connu depuis en France comme étant les émeutes des banlieues. Karim, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces événements qui ont mené à l'époque le gouvernement français à décréter l'état d'urgence? C'était le 8 novembre 2005, alors que les médias relayaient des images d'un pays qui était à feu et à sang. Oui, il fallait traverser toute la banlieue nord, notamment pour ceux qui arrivaient de l'aéroport de Roissy. Ils traversaient cette zone-là, c'était les premiers contacts avec la France. Et évidemment, tout a commencé, vous le disiez, le 27 octobre. C'est allé très vite. Le 8 novembre, le président de la République déclare l'état d'urgence. C'est pas rien de déclarer l'état d'urgence. C'est un décret qui remonte, qui a été conçu pour la guerre d'Algérie. Alors concrètement, c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est que les préfets sont autorisés à instaurer un couvre-feu dans des zones définies. Ils ont également la possibilité de faire des perquisitions de jour et de nuit et interdisent tout rassemblement de population. Après une diminution progressive des émeutes, des violences, le calme revient à peu près autour du 12 novembre, mais le couvre-feu, l'état d'urgence est toujours maintenu pour 3 mois encore. Il faudra attendre janvier 2005 pour que le couvre-feu soit levé. 2006, pardon. Ouais. Le bilan a été désastreux. 10 000 voitures blessées, 10 000 voitures brûlées, 300 bâtiments incendiés, 217 policiers et plus de 5 000 interpellations après ces émeutes. Des dégâts estimés à plus de 200 millions d'euros. Alors, le président François Hollande a visité récemment la Courneuve. C'est une banlieue justement nord de la région parisienne. C'est une manière de dire qu'il n'a pas oublié ces régions-là au 10e anniversaire. J'ai retrouvé les votes, j'ai retrouvé à l'époque en Seine-Saint-Denis. François Hollande a été élu. En tout cas, ils ont voté pour lui au premier tour à plus de 46% et au deuxième tour 75%. Je ne pense pas que ce soit une manière de se rappeler à leurs bons souvenirs. Ou alors François Hollande était en campagne électorale pour 2017. Et j'en veux pour preuve, oui, exactement. Et j'en veux pour preuve les annonces qu'il a faites sur place. Il a annoncé la création de l'agence française pour l'entrepreneuriat. Elle a pour objectif, cette agence, d'aider les créations d'emplois sur place avec 3 priorités. Et les priorités sont importantes. Égalité territoriale, création d'emplois et pérennité des entreprises. Dans la foulée, il a annoncé que 10 000 entrepreneurs allaient être aidés, suivis par l'État, accompagnés dans leur création d'emplois. Et puis des jeunes qui étaient sortis du système scolaire avant d'être diplômés allaient pouvoir bénéficier de 400 heures de formation. C'est très joli sur le papier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on pose la question aux associations notamment qui sont sur place? Elles disent 2 choses. La première, c'est que François Hollande a raté une occasion de discuter avec les jeunes. On se souvient, il y a eu des huées, il a été hué très vite. Absolument. Il est rentré dans le local, il n'a pas pu échanger avec les jeunes qui étaient là. Et puis, il a raté également l'occasion de donner la parole à des jeunes qui attendent de la part des hommes politiques, de droite comme de gauche, des actes concrets, qu'on leur donne des solutions concrètes. Et ces actes-là, ils ont toujours pas eu. Il y a toujours eu des discours et on comprend que les jeunes de banlieue sont très peu accessibles. En tout cas, ils entendent très peu les discours politiques. Alors, la lecture de ces événements diffère selon les observateurs. Tantôt, on parle des émeutes des banlieues et d'un autre côté, certaines personnes parlent de révolte, ce qui donne une dimension politique à ce qui s'est passé. Alors, pour vous, émeute ou révolte aujourd'hui? J'ai couvert ces événements-là. Je pense que tout a commencé d'abord par une révolte. Ce sont 2 adolescents, vous le disiez, qui sont morts, Ziad et Bouna, dans des conditions
sont pas claires. Hein. Il y a eu encore le procès 10 ans après des 2 policiers qui ont été acquittés après la mort des 2 adolescents. Donc ça a été d'abord une réaction instinctive. Les jeunes se sont exprimés. Leur manière de s'exprimer, ça a été les violences, de brûler leur quartier, leur propre quartier, les voitures. Ils se sont révoltés contre tout ce qui pouvait représenter l'État, les policiers, même les pompiers. Et puis les émeutes, effectivement, se sont muées en révolte sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que ça représentait un malaise qui existe dans les banlieues. On l'a souvent étouffé, on a mis le couvercle sur la cocotte minute et très épisodiquement, ça s'enflamme, ça s'embrase et puis ça redescend. Là, il y a eu un mouvement quand même de revendication sociale. Il y a eu des associations qui sont créées à cette époque-là. Je pense à C'est le Feu qui a pu exister à ce moment-là et bénéficier de subventions de l'État. Les jeunes ont surtout perdu tout respect et toute confiance dans les institutions et on a vu à ce moment-là à quel point ils avaient perdu leurs repères. Alors, depuis 2005, une rénovation urbaine a été entamée dans les banlieues françaises. Mais est-ce que c'est le seul changement finalement qui a eu lieu en 10 ans? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un début. C'est un début, Aziza. C'est déjà pas mal. Je suis retourné à Clichy-sous-Bois il y a à peu près 3 mois. La ville ressemble à une ville normale. Quand je dis une ville normale, ça veut dire... Donc ça a réellement changé depuis 10 ans. Oui. Quand je dis une ville normale, c'est qu'il y a un commissariat dans la ville. Il n'y en avait pas avant. Il y a également des écoles primaires qui ont été reconstruites. Les écoles primaires étaient dans un... Oui, c'est important parce qu'on disait que l'État avait déserté ces régions-là. Non, il faut dire ce qui est. Hein. On pense au collège Louis Michel, dont étaient issus les deux jeunes. Il a été rénové, refait. La piscine municipale a été refaite. Il y a eu même un pôle emploi sur place qui n'existait pas depuis au moins 15 ou 20 ans. Alors, est-ce que c'est suffisant? Les associations sur place disent que non, qu'il manque de moyens humains surtout, et que le problème, c'est la mixité sociale. Il n'y a toujours pas de mixité sociale, même s'il y a eu des bâtiments, des lofts, et des duplex qui ont été construits, la même population reste sur place. Dès que les gens sur place ont de l'argent pour la possibilité de partir, ils partent. Et donc, le vrai problème que pointent les associations, c'est vraiment cette mixité sociale. Et puis, il y a un sentiment diffus d'injustice sociale sur place. Merci beaucoup, Karim, pour toutes ces explications. Nous allons passer donc aux États-Unis cette fois-ci et l'embargo contre Cuba. Une fois encore, l'Assemblée générale de l'ONU, effectivement, va procéder donc à un vote pour demander, une fois encore, la levée de l'embargo américain contre Cuba. Mais jusqu'à cette semaine, il était question que pour la première fois, les États-Unis s'abstiendraient au lieu de voter contre la résolution lors de ce vote du mardi 27 octobre. Washington aurait peut-être finalement changé d'avis. C'est ce que nous allons discuter avec vous, Marc. Mais pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vote de l'Assemblée générale de l'ONU ? C'est une espèce de rituel. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU, donc qui comprend tous les pays membres de l'ONU, et le principe de cette Assemblée générale, c'est que c'est un pays, un vote. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de bloc qu'on a appelé les blocs des pays en développement. Avant, c'était les pays non alignés qui automatiquement se portent au secours de Cuba, ce qui fait qu'il y a des résolutions votées en faveur de la levée du blocus. La résolution s'appelle « Nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba ». Donc on voit que c'est une résolution quand même très politique. Chaque année, elle est votée et il y a évidemment les États-Unis qui votent contre, et souvent ils sont presque seuls. L'année dernière, il y avait 188 pays qui ont voté pour, 2 qui ont voté contre, les États-Unis et Israël. C'est-à-dire que même d'autres alliés des États-Unis votaient... Même les pays européens, tout le monde, même des pays proches, comme on peut penser à l'Allemagne ou certains pays d'Europe centrale qui sont assez proches des États-Unis sur plein d'autres dossiers, votent en faveur. Le problème, c'est que cette résolution, c'est juste du blabla, comme on dirait vulgairement, parce qu'il n'y a aucune mise en œuvre de cette résolution, si ce n'est une pression politique. Mais... Alors justement, est-ce que ça aurait aidé quelque part dans ce bras de fer entre Obama et le Congrès américain qui est complètement républicain cette fois-ci? Ça aurait pu, cette année en plus, si les États-Unis avaient voté voté... Alors c'est vrai qu'on ne sait pas encore, c'est en train de se négocier. Il y a un projet de résolution. Bon, ils ne sont pas d'accord sur le texte a priori, mais les États-Unis ne disent pas qu'ils pourraient changer d'avis. C'est la première fois quand même que les États-Unis ont laissé entendre, par des fuites dans la presse début septembre, qu'ils pourraient s'abstenir. Mais s'ils s'abstiennent, est-ce que ça peut aider quelque part? C'est un signe, c'est un message envoyé au monde, un message envoyé évidemment avant tout à Cuba, que ça y est, on est passé à une autre ère. Les relations diplomatiques ont été rétablies de façon spectaculaire, on l'a vu. On a vu une visite de John Kerry sur place à La Havane. Donc ce serait une façon de montrer que sur ce dossier,
qui est un petit peu piégée, parce que l'administration Obama a beau vouloir faire des gestes, c'est le Congrès qui décide la levée de cet embargo. Donc il y a une volonté peut-être de donner isoler un signal. le Congrès aussi, quelque part. Peut-être isolé, mais d'un autre côté, ils ont besoin que l'administration Obama a besoin que le Congrès se prononce sur ce sujet dans le même sens qu'elle. Donc on ne peut pas non plus totalement antagoniser. Mais il semble quand même que malgré les efforts pour trouver un texte qui plairait à la fois à Cuba et aux États-Unis, pour l'instant, on n'y soit pas arrivé. Est-ce qu'on sait ce qui bloque dans ce texte? Parce que jusqu'à récemment, effectivement, on pensait que la Maison-Blanche allait s'abstenir. Et puis aujourd'hui, on dit que les États-Unis ne sont pas tout à fait satisfaits du texte, mais ils ne disent pas non plus que si le texte change, ils ne s'abstiendraient pas. Voilà. Ce qui pose problème aux États-Unis, c'est le côté militant, entre guillemets, du texte. C'est-à-dire, comme je vous disais, l'intitulé, le blocus imposé par les États-Unis à Cuba, même si c'est vrai factuellement. Il y a tout dans ces résolutions est vraiment une question de vocabulaire, de la façon de présenter les choses. Peut-être pourrait-il y avoir quelques phrases qui saluent les récents développements le dialogue entamé. Donc voilà, c'est vrai que c'est sur cela que ça achoppe. Les Cubains ne veulent pas montrer non plus trop de flexibilité, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est la levée de cet embargo, pour des raisons politiques, mais évidemment économiques. C'est vraiment ce qui fait très mal à Cuba aujourd'hui, c'est ce blocus. C'est ce que rappelait d'ailleurs Raúl Castro devant l'ONU lorsqu'il avait fait son allocution, en rappelant effectivement que l'embargo commercial américain est l'obstacle numéro 1, selon lui, au développement de son pays. Est-ce que cet embargo pourrait être levé un jour? Un jour, oui. Le problème, c'est quand. C'est quand. Oui. Et le problème, c'est que pour l'instant, vous avez un alignement politique qui n'est pas bon aux États-Unis. C'est-à-dire, vous avez une administration Obama qui a fait quelques gestes importants, rétablissement des relations diplomatiques. Ils ont retiré Cuba de la liste des pays dits terroristes, mais ils ne peuvent pas faire plus. Ou alors vraiment très peu, très marginalement. Le Congrès, par exemple, c'est lui qui décide de la nomination d'un ambassadeur américain à Cuba. D'où le fait que ça bloque. Voilà, et évidemment la levée de cet embargo. Or, le Congrès est contrôlé par les républicains, et ça ne nous aura pas échappé, on est déjà dans la campagne présidentielle. Absolument. Les candidats républicains font de la surenchère sur tous les sujets, y compris sur Cuba. S'il y a un candidat républicain qui dit qu'il est prêt à lever l'embargo sur Cuba, sa candidature est morte au même instant. Ouais. Et même du côté démocrate, il faut justement être assez prudent. Donc c'est vrai que ce n'est pas porteur. Ce sera sans doute, peut-être, après l'élection américaine, qu'il pourrait y avoir un déblocage sur ce sujet qui reste encore une des dernières reliques de la guerre froide. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été avec moi pour cette deuxième partie. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, à la même heure, toujours sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.